Moi, je vais rejoindre pour cette première heure donc les trois intervenants de cette matinée. À mes côtés, donc, on a Christophe Delaveine. Vous êtes référent mission métier d'art de la région Grand Est, donc, qui regroupe l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. On a également Nadège Locatelli. Vous êtes directrice de la maison de la céramique du pays de Dieulefit dans la Drôme. Et enfin, donc, Julien Sylvestre, directeur général du Conseil des métiers d'art du Québec, la nation à l'honneur pour cette 10e édition de Révélation. On va donc ensemble pendant une heure évoquer la défense des politiques publiques dédiées aux métiers d'art. Mais avant cela, on va quand même présenter ce qu'est ce Conseil des métiers d'art du Québec qui existe depuis combien de temps, Julien ? Oui, alors le Conseil des métiers d'art du Québec, ça fait une trentaine d'années. C'est issu, je vous épargne un peu l'historique, mais c'est issu notamment des artisans qui chez nous font ce qu'on appelle de la pièce utilitaire et qui organisaient des salons notamment. Et ça s'est développé ensuite. Alors on a 3 mandats. On a un mandat de représentation, de regroupement des artisans professionnels où on évalue les savoir-faire par des comités de pairs, notamment. On fait de la représentation politique, on va avoir l'occasion d'en parler. On a un deuxième mandat de développement professionnel. Je suis encore un peu sur le décalage, je m'excuse. Puis j'ai découvert que je faisais des allergies au platane, voilà. Ah oui. Donc je ne pourrais pas habiter Paris. Pardonnez-moi. Donc, développement professionnel, donc de la formation continue. On va se parler probablement de formation initiale aussi dans la deuxième partie. Et avec aussi un aspect de recherche sur des sujets transversaux, la relève, l'entrepreneuriat, la place des femmes en métier d'art, le territoire, les Premières Nations, bien sûr. Et troisième mandat, un mandat de diffusion commerciale et non commerciale, donc la participation à des salons et le développement de marché pour les artisans. Et quels sont les métiers d'art qui sont représentés au sein du Conseil des métiers d'art du Québec ? Oui, alors chez nous on les regroupe, on n'a pas de liste de 281 métiers, on les regroupe, mais on a un processus similaire autour d'une centaine de métiers qui sont regroupés autour des différents matières, et autour de différentes fonctions. Donc nous, on va les regarder aussi beaucoup en fonction, je parlais de la pièce utilitaire, par exemple les arts de la table, la céramique, ce qu'on va retrouver dans des salons peut-être plus comme maison et objets, par exemple. Jusqu'à la pièce unique, on va retrouver par exemple la Révélation, et on passe par un ensemble de pratiques comme l'architecture et le patrimoine avec les tailleurs de pierre, les vitraillistes, la model design, les facteurs d'instruments. Donc évidemment tout ça est très fluide, mais donc différents types de métiers. Et qu'est-ce que vous faites donc pour que les métiers d'art soient plus considérés dans les politiques publiques du Québec ? Oui, alors on essaye d'intervenir sur différents enjeux. Évidemment, l'enjeu politique, je vais y revenir. Peut-être un des enjeux qu'on a aussi au Québec, c'est une question de perception autour des métiers d'art. Qu'est-ce que ça veut dire des métiers d'art au Québec ? Alors, ça vient un peu de l'historique aussi du développement du secteur au Québec. Le Québec s'est construit avec ses artisans. Donc, notre premier enjeu, c'est de sensibiliser de faire de la médiation, d'éduquer le public et les Québécois et les Québécoises sur ce que sont les métiers d'art, sur ces savoir-faire uniques que les artisans ont. Et donc ça passe par tout un tas d'actions de valorisation des métiers d'art. La deuxième chose, c'est évidemment de faire de la représentation politique pour le secteur. Ça reste un défi. Un des enjeux, c'est que les métiers d'art sont à la fois valorisés et dévalorisés. Ils sont valorisés par les savoir-faire, ils sont dévalorisés par la matérialité. Là où la valeur symbolique, mettons, en art visuel, par exemple, est très forte et va susciter un engouement beaucoup plus développé. Là, je parle dans notre écosystème en Amérique du Nord. La place de la matérialité est beaucoup questionné. On a des enjeux aussi de formation supérieure en métier d'art, qui est un autre enjeu aussi pour nommer les métiers d'art. Il faut qu'on puisse réfléchir dessus. On a besoin aussi pour ça de structures, notamment universitaires, pour réfléchir. Alors chez nous, les programmes sont uniquement en art visuel, par exemple. Donc si on veut se former en métier d'art à un niveau supérieur, on doit changer de province ou changer de pays, aller aux États-Unis, par exemple. Donc ça ne nous aide pas collectivement
à définir et à dire qui on est comme collectif d'artisans. Et un autre enjeu aussi, c'est que beaucoup d'artisans travaillent seuls à court terme dans leur atelier. Et notre objectif à nous, c'est de les faire travailler ensemble à long terme. Alors, c'est un défi, mais je pense qu'on y arrive. Encore une fois, je pense que si vous avez autopromotion, mais si vous avez l'occasion de voir le stand du Québec, vous allez voir un beau travail collectif. Alors vous intervenez auprès des établissements de formation en technique de métiers d'art reconnus donc au Québec, le centre de formation et de consultation aussi en métiers d'art et à l'Institut des métiers d'art. Est-ce que cet ancrage que vous avez sur le terrain vous permet de prendre la mesure des besoins des métiers d'art? Oui, c'est essentiel. Ça n'a aucun sens de faire de la représentation sans savoir pourquoi on fait de la représentation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, puis ça revient un peu à ce que je disais, où on devait changer un peu les perceptions. C'est pas toujours de savoir qui on représente, mais avec qui on parle. Et c'est sûr qu'on va devoir adapter notre discours en fonction des différents interlocuteurs, et ça en termes de politique publique, en termes de représentation, en termes de diplomatie culturelle. C'est un enjeu, en tout cas je pense qu'on a besoin d'adapter nos approches, et c'est correct que le vocabulaire ne soit pas tout à fait le même pour les différents publics. Je pense que cette espèce de fluidité qu'on a dans nos métiers, dans nos secteurs, elle est valable aussi en termes de représentation. Donc, c'est important d'avoir un objectif commun, global, qui est de valoriser les savoir-faire des artisans et la place des métiers d'art dans la société, aussi d'un point de vue artistique et culturel, bien sûr, mais aussi touristique, économique, d'économie circulaire, de développement des territoires. En France et au Québec, on a des gros enjeux sur la place des métiers d'art à travers le territoire. Et donc ça, c'est un enjeu. Mais j'ai perdu le fil de ma pensée. C'est pas grave. Est-ce que les politiques publiques sont favorables justement aux métiers d'art au Québec? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait? Oui, oui. Et non. Oui, dans le sens où les métiers d'art relèvent, il y a une loi importante au Québec qui est la loi sur le statut de l'artiste. Et tous les artistes, quel que soit le domaine, relèvent de cette loi-là. Alors ça peut être en art de la scène, les comédiens, les concepteurs, les techniciens de l'image, par exemple. Et les métiers d'art relèvent de la loi, d'ailleurs, c'est ça qui nous donne notre mandat. Et on a parlé hier justement de la fluidité entre le travail purement de design, le travail purement technique en métier d'art. Et je dirais qu'au Québec, on est majoritairement entre les deux. L'artiste créateur, l'artiste est un créateur. Et l'artisan métier d'art est aussi un créateur. Et donc, la loi sur le statut de l'artiste nous permet de prendre en compte cette spécificité-là, ce qui a des impacts aussi sur le droit d'auteur, le droit de reproduction, quand on fait de la petite série ou autre. Et l'artiste doit être rémunéré à sa juste valeur. Ça, c'est pour les points positifs. Pour les points négatifs, puis j'aimerais, notre ministre de la Culture est venu hier, j'aurais aimé qu'il entende aujourd'hui votre ministre aussi, mais on a besoin d'un plan métier d'art aussi au Québec. On en a un sur la formation qui a 30 ans, on s'en reparlera à la deuxième heure, mais qui est en cours de réactualisation. Mais on a besoin d'un plan avec des investissements pour nommer un certain nombre pour adresser un certain nombre d'enjeux et y répondre. Qu'est-ce que vous pensez justement de la stratégie nationale des métiers d'art en France qui a été annoncée et présentée par la ministre de la Culture, Rima Abdul-Moulak, la semaine dernière? Oui, alors... Je vais répondre indirectement à la question pour ne pas créer d'incident diplomatique. Mais je l'ai lu, il y a des choses qui appartiennent aussi à l'écosystème français, c'est parfait. Je vais plutôt vous dire comment nous, on verrait ça au Québec. L'important, c'est de soutenir les créateurs et les ateliers. On est dans un écosystème à chaîne de création de valeur économique courte. Donc, toute la chaîne création, production, diffusion, gestion, formation, c'est l'artisan qui est au cœur de cette chaîne-là en métier d'art, c'est lui qui fait tout. Et pour ça, il faut soutenir les ateliers en premier lieu, qui font vivre les territoires, qui font vivre l'écosystème. C'est sûr qu'au Québec, on n'a pas cette industrie du luxe, par exemple, ou de grosses institutions qui vont tirer un milieu vers le haut, mais je reste quand même persuadé que
la vitalité d'un écosystème vient de sa base et que la première chose à soutenir, ce sont les créateurs et les ateliers. On le voit en musique, par exemple, au Québec, où on a des gros festivals énormes qui sont très bien soutenus, mais l'industrie de la musique elle-même est peu soutenue. Alors, il y a peu de retombées verticales sur le secteur, et donc je pense que vraiment, faut que ça vienne par le bas. Qu'est-ce que l'on a en France que vous aimeriez avoir au Québec et que l'on n'a pas et que vous pourriez nous transmettre ? C'est une excellente question. D'abord, peut-être une meilleure... Peut-être ça vous n'allez pas être d'accord, mais de mon point de vue extérieur, cette meilleure perception sur les métiers d'art, je pense que les Français ont une reconnaissance des savoir-faire qui est beaucoup plus forte ici que ce qu'on a au Québec. Et ça s'explique par quoi ? Probablement par un héritage de savoir-faire parfois millénaire, probablement par des institutions des institutions publiques. Aussi, je comprends que la place de la culture en France fait partie de l'identité. C'est la République française. Alors, pour la place de la culture est un joueur important d'identité. On n'a pas cette perspective-là en Amérique du Nord. On a des États qui sont gestionnaires, donc on vise le déficit zéro, et la place de la culture n'est pas abordée de la même manière. Alors ça, je trouve que c'est intéressant. Puis on peut essayer de s'inspirer de ça au Québec pour changer les méthodes. Et à l'inverse, qu'est-ce que vous pourriez apporter à la France ? Beaucoup plus de souplesse. Je trouve que c'est extrêmement rigide en France. Très hiérarchisé, très catégorisé, avec quelque chose de très vertical. Il y a une expression que j'aborde, ce sont les petites mains. Je ne comprends pas cette expression-là. Il n'y a pas de petites mains. Il y a des gens qui ont un métier qui est différent de l'autre. Pour moi, c'est extrêmement dérangeant. Mais c'est parce que nous, on a un problème avec la langue française en France, alors que vous, là-bas, il n'y a pas d'anglicisme, etc. Ici, on a un problème de vocabulaire. Pas d'anglicisme au Québec, c'est bien connu. Mais donc, je pense que cette espèce de hiérarchie et donc qui empêche un peu le dialogue, où on va dialoguer peut-être plus dans un rapport hiérarchique, ça c'est problématique. Et je pense qu'au Québec, cette notion de consensus et de dialogue social, on est capable de vous amener des éléments positifs là-dessus. Est-ce que vous trouvez qu'on communique mieux en France sur les politiques publiques de valorisation des métiers d'art ? Oui, parce que vous en avez une. Puis parce que vous avez aussi un rapport à la loi qui est beaucoup plus, au législatif, qui est beaucoup plus marqué que ce qu'on a au Québec. Alors c'est à la fois un avantage puis un inconvénient justement sur le dialogue social. Mais vous savez communiquer quand même, puisque depuis 40 ans au Québec, il y a un festival international du film sur l'art. Vous y participez. Est-ce qu'il permet de sensibiliser les décideurs sur l'importance des métiers d'art à travers des films ? Oui. Justement, ça fait écho à ce qu'on disait. Je pense qu'il ne faut pas rester engoncé dans son secteur. On a besoin de regarder qu'est-ce qui se fait et de collaborer avec les autres secteurs. Le cinéma reste un médium extrêmement important qui va chercher un public que nous n'allons pas nécessairement chercher dans notre rapport avec la matière. Donc, clairement, c'est un outil majeur de développement. Il y a deux films qui sont projetés ici dans cette même salle dans le cadre du salon Révélation. L'un a été diffusé hier, je vais quand même le citer parce que le contenu est assez intéressant. C'est Jean-Pierre Larocque qui présente le Fusain et l'Argile, de Bruno Boulian, c'est le réalisateur. Un film de 2019 qui suit le parcours du peintre et céramiste, Jean-Pierre Larocque, dont les œuvres évoquent avec subtilité les fantômes de l'humanité. Ça, on l'a raté, mais il y en a un autre tout aussi intéressant, c'est dimanche à partir de 11h30 ici. Fondation au pluriel de Olivier Asselin, un film de 2018 qui, quant à lui, rend hommage au forgeron Mathieu Colette, défenseur acharné du savoir-faire des forgerons et fondateur des Forges de Montréal, un organisme qui préserve et transmet les techniques ancestrales de forge. Vous avez le programme complet évidemment à l'entrée de cette salle, et je le rappelle, c'est dimanche à partir de
11h30. Merci Julien pour cette présentation. On peut aller sur le site internet aussi métiersdart.ca pour découvrir un peu plus encore ce qu'on vient d'évoquer ensemble. À vos côtés, on a donc Christophe Delaveine, je le disais tout à l'heure, et puis alors, je suis désolé, je ne sais plus dans quel ordre en fait on est. Oui, c'est par vous. C'est juste qu'il y a une inversion de place, mais ça ne change rien. Au propos, bien évidemment. Vous êtes référent, donc mission d'art de la région Grand Est, je le disais, qui regroupe l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. C'est la seule région française, il faut le souligner, à disposer en interne d'un pôle dédié au métier d'art. Oui, effectivement, c'est une longue histoire qui a commencé en 2004. En région Lorraine, avec une interrogation qui était de se dire qu'est-ce qu'on a comme richesse qu'on n'exploite pas. Et j'ai dû aller convaincre des élus qu'en dehors des houillères du bassin de Lorraine, on avait aussi des cristalleries, du mobilier d'exception et beaucoup d'autres filières de métiers d'art. Et petit à petit, ce pôle a pris corps. Et je crois que c'est important de rappeler comment il a pris corps. On a commencé par faire un travail d'information sur les métiers d'art. Qui s'est poursuivi ensuite, informer les gens, c'est bien, mais derrière, c'est leur proposer des filières de formation. Donc le développement de filières de formation. Former les gens, c'est bien, mais il ne faut pas seulement les former, il faut les adapter au marché. Donc faire évoluer les formations pour permettre qu'elles soient réellement professionnalisantes d'un point de vue économique et pas seulement un savoir-faire technique. Et puis, une fois que vous avez professionnalisé quelqu'un, il faut peut-être l'aider à s'installer. Donc, on a développé toute une stratégie d'appui à l'installation. Et une fois que vous installez quelqu'un, il faut l'aider à commercialiser. Et on a développé un système d'appui à la commercialisation qu'on voit aussi aujourd'hui sur ce salon avec des entreprises soutenues. Et je rebondis sur ce qu'a dit notre ami du Québec. Toute la politique n'a qu'une seule ambition, c'est servir très directement les intérêts des professionnels. Et j'en veux pour preuve le fait que, malgré des demandes répétées, nous n'avons pas un stand du Grand Est sur lequel nous présentons des artisans. Alors qu'il y a l'Occitanie, par exemple. Oui, mais nous avons fait le choix, nous, de soutenir des artisans pour qu'ils soient présents. Ils sont grands, adultes et majeurs. On n'a pas besoin de faire des pseudo-galeries de présentation. Ils sont là pour faire leur job. Et on les soutient individuellement. Et ça, c'est un choix affirmé qui montre bien effectivement la volonté d'aller directement sur des mesures utiles aux artisans. Et vous faites ça donc depuis 2004, ça a été créé d'abord sous forme associative. Quel bilan vous faites aujourd'hui, après quasiment 20 ans d'existence de ce pôle dédié au métier d'art ? Eh bien, le bilan qu'il est tout à fait possible et normal pour une région d'avoir une politique métier d'art, parce que les grands enjeux, qui sont ceux de la formation, du développement économique, de l'évolution de ces métiers, sont des enjeux qui se traitent très très bien avec des outils régionaux. Et donc, voilà, le bilan qu'on peut faire, c'est que c'est faisable, qu'on peut... aujourd'hui, je n'ai plus aucun élu qui conteste le fait qu'il y ait une politique métier d'art dans la région. Ça, c'est un bilan extrêmement positif, quelle que soit leur orientation, ce n'est pas le problème. Et aussi le bilan que c'est un secteur qui est présent dans la totalité de la région, du plus petit village rural jusqu'au centre des villes, les métiers d'art ont les moyens de s'exprimer dans tous les domaines et dans tous les lieux. Alors justement, combien d'entreprises et de professionnels vous avez dans cette région Grand Est ? Alors vous savez comme moi que c'est très difficile de dire combien on a de professionnels, c'est un des premiers problèmes des métiers d'art, mais globalement on estime que c'est entre 2500 et 3000 ateliers, et d'une façon très précise, on en a référencé depuis hier soir 1998 qui sont sur le site des métiers d'art, dont on sait avec précision qui sont, ceux qu'ils font, où ils sont installés et quels sont leurs besoins et leurs attentes. Quels sont les domaines qui sont représentés au sein de cette région ? Il y a quand même des savoir-faire spécifiques dans la région Grand Est. Alors effectivement, on ancre beaucoup notre travail sur la mise en valeur des savoir-faire locaux. Ça va du cristal au bois, décoration, ameublement d'excellence, la céramique qui est très présente, même si elle est présente dans d'autres régions, et à Dieu le on verra tout à l'heure. Voilà, on le verra tout à l'heure. Et puis, il y a des particularités vraiment très fortes avec la vannerie. On a l'École nationale de vannerie, on a l'École nationale de lutherie de Mirecourt, on a le centre de formation à la facture d'orgue à Échaud. Donc, on a 12 écoles qui sont des écoles nationales de référence dans le secteur des métiers d'art, la broderie de Lunéville. Enfin, voilà. Et comment vous évaluez les besoins en formation ? Alors, il y a un gros problème, ça a été évoqué, je voudrais revenir là-dessus. Ça a été évoqué par Stéphane Galerno. Aujourd'hui, on marche sur la tête. On a un système de formation qui est entièrement dédié à l'artisanat, c'est une très bonne chose, mais on a aujourd'hui aussi beaucoup de grands besoins dans les manufactures et on essaye de répondre avec les mêmes outils à des parcours différents. Moi, j'entends beaucoup de manufactures dire « nos artisans d'art ». Non.
nos ouvriers d'art. Et c'est un terme pour moi aussi élogieux que le terme d'artisan. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à déployer des dispositifs de formation qui sachent répondre aux besoins de l'artisanat et d'autres dispositifs qui sachent répondre aux besoins du monde du luxe. Moi, je suis confronté aujourd'hui, je ne donnerai pas les noms, mais chacun les retrouvera aisément, à la création très prochaine d'une unité de production de 300 personnes dans le domaine de la maroquinerie. Et à l'autre bout de la région, un montage d'une unité de production pour la bijouterie de 250 personnes. Et on me dit, ben voilà, il faut trouver 300 personnes et 250. Ben, ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval. Et par ailleurs, il n'est pas utile de les former à la maroquinerie sur la totalité du métier, puisqu'on sait qu'ils n'en feront qu'une partie. Et donc, du coup, on crée de la déception. Alors que je connais des ouvriers d'art qui travaillent à la cristallerie de Baccarat, ils sont 12 pour faire un verre. Ils sont au summum de l'excellence sur la partie du verre qui leur est confiée. Sur leur tâche précise. Sur leur tâche très précise. Ils sont très heureux, ils sont meilleurs ouvriers de France. Et il faut qu'on arrive à régler cette problématique. Alors, pour ce qui concerne les besoins, ben voilà, on est en pleine discussion en ce moment avec les grandes fédérations pour réfléchir à cette question des ouvriers d'art, qui sont un vrai besoin. Parce que demain, moi je crains qu'on ait des problèmes de production parce qu'on n'aura pas d'ouvriers d'art. Et d'un autre côté, on est en contact très direct et permanent à la fois avec les établissements de formation, j'évoquais la question avec le campus de la région Hauts-de-France, et avec les artisans, pour essayer de faire évoluer les formations. Alors, pour moi, l'enjeu, il n'est pas forcément sur la technique. Former des très bons techniciens, en France, on sait le faire. Alors vous entendrez toujours des gens vous dire le niveau baisse, on est vachement moins bon, on ne sait plus faire. Enfin, moi je passe là-dessus, c'est pas la question. La question aujourd'hui qui est posée dans les filières de formation, c'est comment on prépare à être un céramiste du 21e siècle, comment on prépare à être un ébéniste du 21e siècle et ainsi de suite. Comment on prépare quelqu'un à donner du sens à son travail. Et nous, tous les dispositifs de formation qu'on conduit en région, la question c'est, quand je demande à quelqu'un ce qu'il est, et qui me répond céramiste, j'ai dit non, c'est pas la question que j'ai posée. Ma question, c'est quel céramiste tu es? Et ça, c'est un gros travail à faire en termes de formation qui aujourd'hui est très peu présent dans les référentiels de formation initiale. Il est par contre très présent dans les référentiels de formation continue et ça pose des problèmes avec les structures rigides dont parlait notre ami du Québec. Et de quelle manière vous en faites la promotion auprès des jeunes et des adultes ? Alors, on a un outil de promotion, c'est les Journées européennes des métiers d'art, parce que c'est vrai que c'est un moment qui est connu, reconnu aujourd'hui. Donc, il y a ces journées. Pendant ces journées, tous les établissements de formation de la région sont présents sur des salons en porte ouverte. On a aussi une présence nationale. On est au Salon du patrimoine avec des sections rares, parce que ces sections doivent recruter nationalement. Moi, je ne recrute pas des brodeuses de Lunéville à Lunéville. On cherche à faire venir des gens qui viennent d'autres régions, qui repartiront d'ailleurs dans leur région, parce que ça infuse de nouvelles idées. Quand vous êtes lorrain et que vous faites de la pâte de verre, à Nancy, on vous dit « Ah bon, tu fais du dôme, quoi ». Non. Et quand vous faites... Alors moi, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un qui fait de la pâte de verre au Québec. Il est totalement libre de faire ce qu'il veut. En France, vous dites, je fais de la pâte de verre, on vous renvoie tout de suite à l'Art Nouveau, on vous renvoie tout de suite à la... Voilà. Donc, c'est important pour nous d'essayer de montrer la partie créative. On le fait sur un certain nombre de salons. Et puis, on a des actions coordonnées entre l'éducation nationale et la région, où on a fait il n'y a pas longtemps un exercice très intéressant. C'était un webinaire à destination de 600 conseillers Pôle emploi et conseillers d'orientation pour leur parler des métiers du verre et leur dire que si un jour ils voient débarquer chez eux quelqu'un qui a fait un bac, une école d'art et qui a envie de faire du verre, c'est pas un joyeux allumé qui dit n'importe quoi, c'est quelqu'un qui a une envie et il y a des structures pour accueillir ces gens-là et leur permettre de développer leur projet professionnel. Et chaque année, vous soutenez aussi les futurs professionnels des métiers d'art qui sont en formation dans un établissement métier d'art avec un prix. Quel est le but de ce prix? Alors, on avait le prix de base qui était le prix Avenir Métiers d'Art de l'Institut National des Métiers d'Art qui s'adresse à tous les jeunes. Mais il faut quand même savoir qu'en France, aujourd'hui, avec les chiffres qu'on peut avoir, on estime que les 2 tiers de la création d'entreprises sont issus de parcours de reconversion.
Alors, reconversion de plus en plus jeune, hein, parce que maintenant c'est une reconversion post-formation initiale, mais c'est quand même de la reconversion. Et pour ces personnes-là, il n'y avait aucun prix qui existait qui permettait de reconnaître la qualité des parcours qu'ils font en 1 an, en 2 ans. Donc on a créé un prix qui s'adresse à toutes les personnes qui sont dans les centres de formation de la région, dans des parcours de reconversion, et qui leur permettent de mettre en avant la capacité qu'ils ont à être des créateurs et à faire des œuvres intéressantes au bout de 2 années de formation. Et là, je voudrais dire des choses qui sont essentielles. J'entends souvent dire « Ah là, il a fait un CAP en 1 an, mon Dieu, moi de mon temps, c'était 3 ans, c'était beaucoup mieux. » On arrête ce genre de propos qui sont des propos de vieux cons, parce qu'il faut dire le nom. Une personne adulte qui est en reconversion, elle fait 1600 heures de formation dans l'année, elle fait 32 heures d'atelier par semaine, c'est-à-dire qu'elle fait exactement 2,5 fois plus de temps d'atelier qu'un jeune en formation initiale. Donc ce n'est pas une formation au rabais, c'est une excellente formation. Vous avez un autre prix aussi, hein. Il y a 2 prix. Oui, donc on soutient le prix Avenir Métiers d'Art et le prix Parcours, c'est les deux. Et on regrette, alors là je lance un appel à toutes les régions pour créer des prix Parcours dans leur région pour qu'on puisse passer d'un prix Parcours régional à un prix Parcours national. Est-ce que vous apportez des aides au développement des ateliers ? Oui, comme dans toutes les régions, parce qu'on dit beaucoup que la région Grand Est travaille beaucoup sur le secteur des métiers. Moi, je rends hommage aussi à ce qui est fait en Occitanie, à ce qui est fait en Aquitaine, où il y a des choses qui sont en train de se développer, qui sont intéressantes. Mais comme dans toutes les régions, on a une politique en faveur de l'artisanat qui permet d'aider les artisans sur des équipements, avec une attention qu'on porte plus particulièrement sur le secteur des métiers d'art. Nous, on incite les artisans à réfléchir à la mutualisation de leurs outils, parce qu'on a quand même des artisans qui utilisent des outils parfois à 10, 15, 20% de leur capacité. Et moi, je préfère convaincre la région qu'il vaut mieux aider une personne un lieu de mutualisation en finançant une machine à 80% qui sera utilisée par un grand nombre de personnes, plutôt que de donner 20% à 20 créateurs, en sachant qu'on en perdra la moitié en cours de route, et que du coup, finalement, le bon sens aujourd'hui, c'est de réfléchir à la mutualisation, et donc on encourage la mutualisation avec des lieux de mutualisation, des tiers-lieux, et c'est beaucoup plus satisfaisant. Et on s'aperçoit qu'au bout de leur parcours, au bout de 10-15 ans, chaque artisan va pouvoir se constituer son matériel, mais il n'a pas l'obligation. Aujourd'hui, un jeune ébéniste qui s'installe, il va voir, il met sa cravate, il va voir son banquier, il lui dit voilà, j'ai fait des études, je suis l'ébéniste du 21e siècle, faites-moi confiance, prêtez-moi 65 000 euros, j'ai rien. Et là, vous connaissez les banquiers, hein. Quand il fait beau, il vous prête un parapluie, dès qu'il pleut, il vous rappelle. Voilà, clairement, c'est très difficile. Alors, on travaille avec des associations comme l'ADI pour permettre des petits investissements. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut se poser autrement la question. Il faut mutualiser des lieux, il faut mutualiser des moyens. Et en plus de ça, grâce à ça, on échappe à ce qui est le plus dur pour un artisan d'art, c'est l'isolement. Alors, la région Grand Est compte 120 entreprises qui ont le label Entreprise du patrimoine vivant. Est-ce qu'elles aussi bénéficient d'un soutien particulier de la région ? Oui, parce que ce sont des grosses entreprises, oui, parce que ce sont des entreprises qui, plus que d'autres, se projettent sur l'export. On a la chance d'avoir aujourd'hui 120 entreprises du patrimoine vivant qui sont majoritairement des entreprises du secteur des métiers d'art. Je ne vous cache pas qu'après certaines annonces récentes, je m'inquiète un peu sur la dérive de ce dispositif, parce qu'il y avait une cohérence métiers d'art. Hein, elles avaient été créées par Renaud Dutreil sur ce thème très particulier. Voilà, elles sont aidées et elles font partie des entreprises avec lesquelles, par contre, on réfléchit vraiment sur le fond, sur les besoins en personnel qualifié de manufacture, c'est-à-dire d'ouvriers d'art. Et comment la région accompagne les projets locaux et les collectivités locales pour la valorisation de ces métiers d'art ? Alors, l'idée, c'est déjà de faire un groupe. On travaille, nous, en région, par convention avec des associations de professionnels comme la FREMA en Alsace sur les formations métiers rares par exemple, mais on travaille aussi avec la DRAC dont la représentante métiers d'art, je suis fier de le dire, est là parce que toutes les régions n'ont pas la chance d'avoir un représentant identifié. Nous on en a une et on en est très content. On travaille avec la Chambre des métiers, donc on essaye de faire vraiment un team sur ces éléments-là et on a une attention forte aux collectivités parce qu'on a des collectivités dont les noms portent. Quand vous travaillez avec Mirecourt,
Dans le domaine de la lutherie, ça veut dire quelque chose. Quand vous travaillez avec Baccarat sur l'installation de verriers, ça veut dire quelque chose. Donc, on engage les collectivités à développer des politiques publiques sur les métiers d'art, mais en mettant tout de suite en avant la nécessité de travailler, et je reviens à ce qui a été dit parce que la dérive est facile, de travailler dans l'intérêt des professionnels, pas dans l'intérêt de la collectivité. La collectivité tirera toujours bénéfice si elle a des professionnels solides. Par contre, si elle se trompe un petit peu, il y a des fois avec énormément de bonne volonté des élus qui viennent vous voir pour vous proposer des choses qui n'ont strictement aucun intérêt pour des professionnels des métiers d'art. Si ce n'est que pour eux. C'est le cas type, la caricature absolue, c'est l'élu qui vient vous voir, qui vous dit bah voilà, j'ai plein de commerces qui sont vides, on va mettre des métiers d'art et ça va être super, mais le public va venir. Et moi, je dis à l'élu, bah écoutez, parlons plutôt ensemble pour savoir pourquoi vous avez des commerces qui sont vides. Et ensuite, une fois qu'on aura échangé sur cette question, ben on verra peut-être les métiers d'art sont une solution. Donc, un travail de fond, il y a un type de structure avec lesquelles on travaille beaucoup aujourd'hui parce qu'elles sont extrêmement intéressantes, c'est les communautés de communes. Parce que là, on a vraiment la capacité financière à organiser, à mettre en œuvre des projets et un répondant technique qui permet de suivre ces projets. Parce que c'est la question souvent avec le collectif, on lance quelque chose, mais a-t-on dans la collectivité quelqu'un capable de supporter, d'administrer, de gérer, de développer ce projet. Et quelles sont les actions que vous pouvez faire auprès du grand public cette fois-ci pour promouvoir l'activité de ces métiers d'art ? Alors, il y a toutes les actions de soutien qu'on apporte à des manifestations et des expositions, sachant que le but premier de ces manifestations, c'est clairement de permettre aux artisans de vendre. J'insiste, mais c'est là-dessus qu'on les juge. Mais on sait que quand dans une manifestation, vous avez 5000 visiteurs, si vous avez 500 acheteurs, c'est très bien. Et il y a 4500 personnes auprès duquel vous faites de la communication large, métier. Qu'est-ce que c'est que être verrier, céramiste aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des jeunes ? Oui, et ainsi de suite. Donc là, on le fait. Et puis on a le site donc Métiers d'Art Grand Est, qui est un site qui regroupe 2000 professionnels, tous les musées qui ont des collections métiers d'art, parce que c'est important d'avoir des références, qui regroupe tous les établissements de formation, qui regroupe toutes les associations. En tout, sur le site, je crois qu'on a 3500 fiches de présentation et plus de 2,5 millions de visiteurs par an. Et un site que vous allez refaire prochainement, parce qu'il a quand même quelques années maintenant, preuve que vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine. Oui. Il a, dans sa dernière mouture technique, il a 12 ans, et 12 ans, c'est le 4e âge pour le numérique aujourd'hui, donc on est en train de le refondre entièrement, mais ça va être c'est un lifting. Le fond ne changera pas, on restera sur ce côté-là. Très bien, merci beaucoup. Vous n'hésitez pas évidemment à intervenir si vous le souhaitez. À vos côtés, on a donc... Il y a un point, simplement, je vais rapidement parce que c'est très important. On a une lettre qu'on édite tous les mois, une newsletter à l'attention des 1900 professionnels pour leur parler des expos, des concours, des évolutions des taux de prélèvement. Et ça, c'est, je pense, un outil extrêmement important parce que ce qui manque le plus aux professionnels, c'est l'information. Oui. La communication, c'est important. Je le disais à vos côtés, donc Nadège Locatelli, vous êtes la directrice de la Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit, donc c'est dans la Drôme, un lieu qui a été créé en 2007 par la communauté de communes du Pays de Dieulefit. Elle témoigne donc de l'engagement de cette collectivité locale pour la valorisation des métiers d'art. Je sais que c'est important pour vous, qu'elle vous soutienne, qu'elle soutienne votre structure, mais pourquoi ? Pourquoi ? D'abord, avant que ce soit la communauté de communes qui le reprenne, il y avait déjà une association qui gérait un lieu, notamment de formation céramique. Mais nous, quand la communauté de communes a repris la Maison de la Céramique, c'était de lui donner des missions. Donc effectivement, elle a plusieurs missions. Et l'une de ces missions, c'est la formation, on y viendra. Mais c'est aussi sensibiliser le public au savoir-faire céramique. Parce que Maison de la Céramique, on n'est que sur la céramique, donc on n'évoque pas les autres métiers d'art. Et donc, pour ce faire, on dispose d'un espace muséal, d'un lieu d'exposition temporaire aussi, qui est vraiment dédié à la céramique contemporaine. Et dans notre programmation de 3 expositions céramique contemporaine sur l'année, on en a une qui est dédiée à la jeune céramique. On fait revenir des jeunes qui sont issus de notre centre de formation. Et bien évidemment, on a toute une politique et une programmation de pratiques amateurs pour les gens qui voudraient venir mettre les mains dans la terre. Que ce soit des ateliers enfants ou des formules terre-famille.
semaine tournage, week-end. Enfin, il y a plein de formules possibles. Et puis aussi, ce qui est important pour le territoire, c'est d'être aussi un conservatoire, puisque on a un lieu qui existe, ce savoir-faire céramique. Si on remonte à l'époque la plus ancienne, les premières traces datent de l'époque gallo-romaine. Et du coup, on en a fait aussi ce conservatoire, sachant qu'effectivement, voilà, l'idée, c'était de pouvoir conserver des céramiques issues du répertoire de la tradition de Dieulfi. Donc il y a deux pôles à l'intérieur de cette maison de la céramique, le grand public et le pôle formation. On va s'attarder dans un premier temps sur le pôle dédié au grand public. Quelle est sa finalité ? Alors, c'est ce que je viens de vous expliquer. En fait, j'ai avancé votre question. Voilà, c'est vraiment... Mais un peu plus en détail, de manière pratique, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Alors, on a ce lieu d'exposition qui est ouvert entre avril... que l'on voit là en photo, hein, c'est voilà. Là où je voulais en venir en fait. Hein. Oui, alors ça, c'est les pratiques amateurs, effectivement. Mais on a une photo qui me présente le lieu d'exposition. Oui, c'était, je ne sais pas, c'était peut-être avant. Voilà. Ah oui, je vois là-bas. Ah oui, donc en haut, vous avez la partie musée, donc, où on a souhaité présenter les pièces. On présente des pièces qui vont de l'époque gallo-romaine jusqu'à nos jours. Et dans notre politique, dans notre scénographie, on a voulu revenir aux usages, en fait. L'intérêt, c'était pas de présenter la céramique qui allait des pièces gallo-romaines jusqu'au XXIe siècle. L'idée, c'est de se dire, mais à quoi elles servent, ces céramiques ? Et du coup, notre musée, il est présenté avec cuisiner, conserver, servir, manger. Et c'est comme ça qu'on reprend, en fait, qu'on réinscrit l'histoire de Dieulfi dans une histoire, en plus, d'évolution des usages de la céramique. C'est ce qu'on a souhaité raconter voilà, à travers cet espace muséal. Et donc, on propose aussi donc, des ateliers amateurs. Donc là, ce que vous voyez, c'est des ateliers enfants. Et puis, en parallèle de ça, il y a toute la programmation des expositions temporaires. Et c'est une maison qui est ouverte toute l'année, cette maison de la céramique, ou uniquement durant la période touristique ? Alors, la période des expositions, bien évidemment, elle est ouverte du 1er avril au 31 décembre. Et la grosse saison, c'est bien évidemment à partir de mi-juin jusqu'à fin août, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, 7 heures par jour. Et après, c'est plutôt la basse saison, mercredi au dimanche, les après-midi. Et le week-end prochain, en plus des expositions, il y a donc la Biennale de la céramique. Ouais. Quel est le but de cette Biennale ? Et donc, elle réunit l'ensemble en fait, des céramistes potiers que vous avez sur le territoire ? Pas que, en fait. Oui. L'idée de cet événement, c'était pas forcément de faire un événement qui était dédié de promotion des céramistes du territoire, mais de la céramique en général. Et donc, pour nous, faire un événement céramique, un marché de potiers, une biennale céramique à Dieulfi avait du sens par rapport à cette histoire et ce patrimoine potier. Et dans cet événement, évidemment, on a 70 exposants sur cette biennale dans le parc de la Baume, avec une cinquantaine d'exposants qui sont issus de toute la France, voire parfois de l'étranger, et une vingtaine de places qui sont réservées à des potiers du territoire. Et combien vous en avez sur le territoire, même s'ils ne sont pas là durant cette biennale ? Alors, tous en fait, comme on le voit beaucoup dans les métiers d'art et dans la céramique aussi, tous n'ont pas un travail qui est forcément exposable dans un marché de potiers. Certains ont une production plus artistique et exposent plus dans les galeries. Donc nous, à ce jour, on a plus de 65 céramistes installés, céramistes, potiers, artisans d'art, enfin, filière céramique sur le territoire de la communauté de communes. Donc, communauté de communes qui a 21 communes, mais en tout, il y a moins de 10 000 habitants. C'est pour vous donner un peu un ordre d'idée du nombre de céramistes sur un petit territoire. Et l'autre mission que vous portez, on le disait tout à l'heure, c'est celle de la formation avec un pôle professionnel qui reçoit donc plus d'une centaine de stagiaires quand même par an, c'est assez conséquent. Comment vous les sélectionnez ces stagiaires ? Alors déjà, on a pour avoir ce chiffre de 100 stagiaires, on a différentes formations. On a une formation de céramiste qui est diplômante, donc à niveau Bac plus 2, formation continue, qui dure 14 mois et pour lequel on a 11 stagiaires. Après, on a une formation de céramisme spécialisation, donc pour 4 stagiaires et qui fait 350 heures, qui ne se passe pas forcément dans la maison de la céramique, mais ça, on pourra y revenir. Et puis, on a aussi beaucoup de stages qu'on propose aux professionnels qui sont en activité, qui évidemment, souvent, parfois, ils oublient qu'ils cotisent
pour de la formation et qu'ils ont des droits à la formation. Et donc, ils peuvent venir chez nous faire un stage. Donc, c'est plutôt d'une semaine. Voilà, donc on en propose 15 à 20 par an sur des thématiques. Ça peut être bijoux, moulage, coulage plâtre, émail, grosses pièces, avec différents intervenants. Voilà, donc c'est tout cet ensemble qui fait qu'on a plus d'une centaine de stagiaires, effectivement, par an à la Maison de la Céramique. Et puisque vous parlez des intervenants, qui sont-ils ? Alors, nos intervenants sont tous des céramistes professionnels. Après, on a des intervenants qui sont plus spécialisés sur des volets économie, puisque évidemment, notamment notre formation longue et diplômante, on rentre dans des volets aussi d'accompagnement à l'installation. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent vivre derrière de leur métier. Donc ça nous semble important d'aborder, monter un budget prévisionnel, faire sa communication aussi, pouvoir sortir, avoir une carte, etc., communiquer sur les réseaux et autres. Et donc ils ont tout un accompagnement qui se fait pour pouvoir être prêts à s'installer à l'issue de la formation. Tout à l'heure, avec Christophe et la région Grand Est, on parlait du soutien et de l'accompagnement de cette région. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est différent puisque la région se désengage, notamment pour la formation continue de céramistes. Oui, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que c'était une région qui nous soutenait depuis le début de la formation, de cette formation de céramiste. Cette formation, elle n'arrivait pas de nulle part. Elle avait été co-construite avec les professionnels, les céramistes de l'association justement d'Argile, qui est une association régionale, qui ont souhaité et qui ont co-construit cette formation à nos côtés et qui sont toujours engagés. Nous, la formation, on l'a fait évoluer avec eux en fonction des besoins des professionnels. Et c'est vrai que voilà, l'annonce de l'année dernière de la région a été de nous dire on va vous baisser vos financements et d'ici 3 ans, vous allez avoir plus de 50% de baisse sur vos aides pour cette formation de céramiste. Et nous, ce qu'on a toujours souhaité sur cette formation, c'est que tout le monde puisse y accéder sans qu'il y ait un coût financier. Et c'est vrai que voilà, qu'elle soit ouverte au plus grand nombre. On n'a pas envie qu'aujourd'hui, il n'y ait que des gens qui ont les moyens de pouvoir suivre cette formation. L'idée, c'est qu'on reste sur des métiers qui sont quand même des métiers passion. Et c'est important pour nous de continuer à défendre ça. Donc aujourd'hui, on essaye d'engager des démarches, on va aller vers de la recherche de mécénat pour essayer de pallier à cette baisse, mais en tout cas, en aucun cas, on veut que ça repose, que le coût repose financièrement sur les stagiaires, puisque pour nous, c'est important qu'elle soit accessible à tous. Christophe, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la situation que peut connaître la région Auvergne-Rhône-Alpes et surtout la Maison de la Céramique de Dieulefit? On n'a pas envisagé une extension territoriale. C'est vrai que nous, on a la chance, au bout de 20 ans, de financer tous les ans 150 parcours de formation de reconversion intégralement, avec le même choix, qui est de dire qu'il faut que ce soit accessible à tous, que ce ne soit pas une question de moyens, et qu'on ait des dispositifs qui soient taillés en fonction des besoins et pas réduits à leur financement. Aujourd'hui, vous avez des gens qui proposent des CAP en 500 heures. Oui, c'est juste ce qu'il faut pour obtenir le CAP. C'est absolument pas ce qu'il faut pour être un professionnel des métiers d'art. Donc, on ne peut qu'exprimer notre solidarité. C'est un peu regrettable et je pense que quand vous regardez le budget formation d'une région, au niveau de la région Grand Est, on met 4 millions d'euros sur les métiers d'art. Ça peut sembler énorme, mais sachez que les budgets régionaux dans la formation, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Donc la part métiers d'art, c'est rien du tout. Et ça a un effet multiplicateur, un effet de levier et un effet social auquel il faut penser. Comment se porte l'activité céramique dans le pays de Dieulefit ? Alors, elle se porte plutôt bien, moi je dirais, parce qu'aujourd'hui, la communauté de communes, aux côtés de la ville de Dieulefit, a engagé une étude sur la filière céramique. Et ce qui ressort des chiffres, c'est qu'on a des fameux chiffres sur les moyennes, enfin les revenus mensuels des artisans métiers d'art en France. Et il se trouverait que nos artisans céramistes du territoire soient un petit peu plus au-dessus de la moyenne nationale. Donc c'est plutôt positif, on va dire, dans ce sens-là, même si ça reste des revenus très modestes dans les chiffres qui sont annoncés dans ces enquêtes. Mais voilà.
Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez améliorer sur ce territoire, au-delà, on l'a bien compris, du soutien financier pour la formation continue? Alors, il y a des choses qui sont en cours d'amélioration, notamment on développe notre pôle formation en mettant en place un CAP dès septembre, un CAP de tournage, parce qu'effectivement, comme le disait Monsieur Delaveine, on peut en faire un en 500 heures, on peut même le faire en distanciel pour ceux qui le souhaitent. Voilà, nous on propose en présentiel. Adieu le fille, c'est sympa. Voilà, et il y a de la demande parce que je vous assure que sur la formation continue, on a de moins en moins de formations de tournage en formation continue. Et en fait, ce dont le territoire a besoin aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'avec le centre de formation, on a eu de plus en plus de jeunes qui sont installés sur le territoire ou qui ont envie de s'installer, ou d'autres personnes qui ont envie de s'installer, c'est besoin de locaux pour continuer à accompagner ça. Et on voit bien la difficulté pour les petites collectivités comme la communauté de communes, une petite communauté de communes, d'avancer là-dessus. Et d'ailleurs, c'est vrai que cette communauté de communes a fait un dossier pour France 2030, l'appel à manifestation d'intérêt. Bon, alors on a regardé, on s'est dit, bon, est-ce qu'on va y arriver? On y va pas. Oui, alors c'est vrai qu'avec 4 millions annuels de chiffre d'affaires de fonctionnement, on s'est dit, bon, c'est pas tout à fait pour nous, peut-être, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y aurait des choses à faire. On pense toujours à des grands pôles, mais en tout cas, les territoires ruraux développent des politiques et ils ont besoin aussi d'être accompagnés pour mener encore plus des politiques en faveur des métiers d'art, notamment des soutiens à l'installation d'artisans et autres. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites en communication pour rendre visibles les céramistes du territoire ? Alors, nous, on a un site internet de la Maison de la Céramique où effectivement on retrouve tous les céramistes du territoire. Aujourd'hui, je pense que la communication va changer parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas très bon en communication. Il faut qu'on s'améliore. Alors, on prend souvent l'exemple de Saint-Quentin-la-Poterie où ils sont capitale de la céramique. Donc, on se dit qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va se dire est-ce qu'on est capitale européenne ou capitale mondiale? Enfin, donc, on essaie de se dire si déjà on arrive à avoir un visuel assez fort pour communiquer autour de ça. Aujourd'hui, les céramistes, certains se sont constitués en association aussi sur le territoire, et donc on va peut-être co-construire des projets de communication et de se rendre en plus visible. Voilà. Et j'ajoute que les produits qui sont créés par les artisans sont en vente dans la boutique de la Maison de la Céramique, qui se veut être un lieu dans lequel on trouve tout ce qu'il faut pour être bien informé sur la céramique, et notamment, c'est important de le souligner, sur les ouvrages des éditions Atelier d'Art de France et aussi des éditions Argile. Donc on peut retrouver tout ça sur votre site internet maisondelacéramique.fr. Merci à tous les trois. Merci. Julien, est-ce que vous souhaitez réagir sur les propos de Christophe et de Nadège? Oui. Un des arguments, puis c'est sûr que quand on répond, j'étais peut-être un peu tranché tantôt, là. Je me disais, j'étudie les conneries, mais non. Non, donc je pense que c'était juste, mais la zone de vérité est toujours quelque part dans les extrêmes. Mais voyons, je voulais réagir sur deux choses. En termes de représentation auprès des pouvoirs publics pour défendre les métiers d'art, c'est certain qu'on va axer sur deux choses. L'importance des savoir-faire, l'importance dans le développement de la société des métiers d'art. On va axer aussi sur la valeur économique, donc valeur culturelle, touristique, entrepreneuriale, la création d'emplois, l'achat de matériaux dans la région. Donc je pense qu'on répond à des valeurs qui collectivement sont plus que d'actualité en ce moment. Et ça, c'est un argument majeur, je crois, sur la force des métiers d'art dans nos territoires. Puis la deuxième chose, et en fait quelque chose qui illustre ça, c'est que nous aussi, le financement public en métiers d'art, il est absolument infime. Et on fait des miracles. Je pense qu'on a un impact. Je pense que les artisans des métiers d'art ont un impact réel dans leur communauté, dans leur collectivité. Je pense qu'on a un impact collectif aussi au Québec. Et je t'ajouterai, juste pour terminer là-dessus, qu'avec... Oh, je suis correct? Bon. Avec très peu d'investissement, on est capable d'aller très loin. Alors, il suffirait des fois de pas grand-chose pour aller encore plus loin. Et c'est ça qu'on essaye un peu de porter comme message. C'est que
J'entendais hier Stéphane Galerno qui disait le créateur... on n'a rien contre le patrimoine. Le créateur d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain. Et je pense que c'est tout à fait juste. Nos artisans métiers d'art sont les créateurs qui vont nous tirer vers le haut collectivement. Et c'est ça le message qu'il faut porter auprès des pouvoirs publics. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Donc je vous écoutais, je trouvais que ça faisait écho beaucoup à notre réalité. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Il faut rester encore à mes côtés, puisque à présent vous allez pouvoir poser des questions, des réactions aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des questions, mais au moins vous pouvez réagir sur ce qui a été dit ce matin. Est-ce qu'il y a une première personne? Oui, madame. Alors je vais venir vous apporter un micro pour que vous puissiez être entendu, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Monsieur Delaveine, j'aurais voulu vous poser une question à propos de la notion de sens que vous avez évoquée. Au niveau en fait, des formations, vous avez dit, moi quand je rencontre un céramiste, je lui dis, mais qui es-tu? Et j'aimerais en fait avoir des informations plus précises sur qu'est-ce que vous aimeriez intégrer dans des formations à des personnes qui vont répondre juste « je suis céramiste ». Et qu'est-ce qui devrait, enfin, pour vous, dans la notion de sens, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je pense que tout produit métier d'art, vous pouvez avoir deux approches. Une approche technique, c'est un effet waouh, un produit incroyable, même si il n'éveille pas forcément chez vous une émotion particulière en dehors de l'admiration technique que vous pouvez avoir pour le créateur. Aujourd'hui, majoritairement, alors je vais me faire un peu provoquant, on n'a absolument pas besoin des artisans d'art. Ils ne produisent rien d'indispensable et d'essentiel. Ils produisent de la valeur ajoutée, ils produisent du sens et on en a besoin. Donc, ce n'est pas le produit plus que la démarche dont on a besoin, ou c'est la démarche incarnée dans le produit. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'accompagner quelqu'un à aller vers ces métiers, mais de l'accompagner en lui faisant comprendre que l'excellence technique, certes, est intéressante, mais que la capacité à être non pas un céramiste, mais quel céramiste on est, elle est extrêmement importante. C'est qui je suis, quelle histoire je veux raconter, parce que tout produit métier d'art est un produit qui raconte une histoire quand il est le fait d'un créateur. Et à ce titre-là, nous, on travaille beaucoup sur la question de territoire de légitimité. Ça répond aussi à des questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez apprendre la vannerie partout en France. Mais si vous l'apprenez à Fébillot, un territoire sur lequel il y a eu plus de 4000 vanniers, qui a une vraie histoire avec la vannerie, et que vous comprenez qu'à chaque époque, les vanniers ont produit des objets en relation avec leur époque, vous comprenez qu'aujourd'hui, on a moins besoin de vanniers pour produire des paniers, et que les vanniers doivent s'exprimer dans d'autres domaines, doivent exprimer plus de sens avec leur production ou avec la destination de leur production sur des notions comme le développement durable, l'offre locale et toutes ces valeurs-là. L'important pour nous, c'est qu'un professionnel des métiers d'art ait une démarche de sens et pas simplement une démarche technique. Moi, je connais des gens incroyables qui sont des techniciens hors pair et qui croupissent au fond de leur atelier parce que leur production, elle est juste accessible aux 2-3 personnes qui sont capables de décrypter le processus technique. D'accord, donc en fait, vous voulez parler de communication ou bien de philosophie? Non, c'est pas de communication. Pour communiquer, encore une fois, pour communiquer, il faut avoir un sujet. Et être céramiste, c'est pas un sujet. Être un céramiste qui a une ligne directrice dans ses productions, qui a une démarche créative, qui a un univers personnel, ça, c'est les bases qui vont lui permettre de communiquer. Et qui vont surtout lui permettre d'exister. Ici, quand on est dans les allées, on ne dit pas un tel est verrier, un tel est céramiste. On dit un tel est un créateur, un tel s'exprime dans tel domaine, j'aime beaucoup l'univers de ce créateur. Peu importe qu'il soit céramiste, verrier, ce n'est pas le problème. Donc, ce qu'on cherche, nous, à faire comprendre dans les formations, c'est cette nécessité absolue d'aller créer son propre univers et ensuite de le proposer au public. On est dans un marché de l'offre, on n'est pas dans un marché de la demande. Aujourd'hui, si un céramiste vient me voir en me disant « Voilà, je suis céramiste, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Je vais être encore un peu provocant, je vais lui répondre un autre métier. Parce que qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? C'est lui qui le sait, c'est pas moi. Donc les formations ont pour but effectivement d'amener les gens à se poser les bonnes questions. Et à exprimer leur identité. Et à exprimer leur identité. Merci. Une autre question?
Eh bien, on va s'arrêter là. On a fait 1 heure quasiment. Merci à tous les trois. Vous allez pouvoir vous installer maintenant dans la salle et on va accueillir les 5 autres intervenants pour cette 2e heure qui, cette fois-ci, va être consacrée, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais à la formation métier d'art qui est donc un enjeu vital à la sauvegarde des savoir-faire. Et pour cela, donc, va me rejoindre Didier Lemaire, le directeur du campus métier d'art et patrimoine des Hauts-de-France. Merci.